Deuxième partie. Bonjour à tous. Je ne me suis pas présenté et j'aurais dû le faire dans la première vidéo car c'est une politesse pour ceux qui me découvrent. Vous ne trouverez pas grand-chose sur Wikipédia. Admis sur titre au sein de l'École supérieure d'électricité à 21 ans, je choisissais néanmoins de rentrer directement dans la vie professionnelle. Elle m'a plongé pendant 37 ans dans l'aventure de l'énergie nucléaire, militaire et civile. Chercheur au début, aussi bien dans la fission de l'atome que dans la fusion, j'ai fait partie d'une équipe du CEA qui touchait aussi bien au dessalement de l'eau de mer qu'à l'effet photovoltaïque. Puis, spécialisé dans les modèles mathématiques, je suis passé à la fabrication de l'uranium militaire, fabrication que De Gaulle en personne est venu saluer sur place. C'était une grande victoire car cela lui permettait d'asseoir la présence de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est en tant que mathématicien et physicien que j'ai participé au grand projet de fabrication de l'uranium civil pour les réacteurs nucléaires, projet considéré et concrétisé dans l'usine Eurodif. Responsable un temps de la fabrication militaire, j'ai automatisé cette usine à un point d'avancement dépassant à l'époque celui de la NASA. Ma carrière s'est terminée comme instructeur pour le personnel d'EDF et des élèves polytechniciens, puis comme conférencier international sur le cycle du combustible nucléaire, de la mine au retraitement des combustibles, cycle incluant la production d'électricité. Les hasards d'une vie professionnelle m'ont fait aborder les statistiques médicales au profit de grands professeurs de médecine à Lyon et à Marseille, ainsi qu'auprès du ministère du Travail. C'est ce dernier volet et mon expertise en modèle mathématique qui me permet aujourd'hui de travailler cette fois sur le climat avec un œil différent à 86 ans et depuis une quinzaine d'années. Mes sources sont les grandes bases de données climatiques nationales ou mondiales utilisées par les climatologues. Mes prévisions personnelles sont des prolongements statistiques linéaires des évolutions des températures depuis 1978, date à laquelle l'augmentation globale des températures a décollé pour atteindre plus 0,6 degrés 20 ans plus tard. Chers compatriotes, la première vidéo de cet article a montré l'incertitude des prévisions climatiques et la discordance de l'évolution des températures en France avec celle globale de la planète. Elle nous laisse dubitatifs et pose des interrogations qui ne nous ont pas été expliquées dans les médias où le climat anxiogène français est principalement alimenté par les constats météorologiques ainsi que par une montée importante des températures depuis cette date. Tout cela pousse à crédibiliser une peur dite salutaire mais culpabilisatrice puisque le mal viendrait des actions humaines. Les actions drastiques entreprises par l'État touchant notre vie et notre porte-monnaie sont-elles inévitables et urgentes? Le problème reste entier pour le public français qui voit les effets de l'augmentation indéniable des températures depuis 1978. Revenons donc à l'évolution globale de la température depuis 1978, année qui marque le début de l'évolution positive du changement climatique sur un graphique auquel j'ai ajouté la prévision de l'évolution des températures sans plus aucun apport de CO2 anthropique depuis 2023, à partir d'une publication de Claude Gervais, reviewer des publications du GIEC, physicien et professeur émérite à l'Université de Tours. Ce graphique est une synthèse de ce que l'on peut dire sur les prévisions climatiques globales Terre plus océan. Les informations viennent de la base de données climatiques de la NOAA, une référence mondiale. Depuis la COP26, la prévision la plus probable pour la température globale en 2100 est de 2,6 degrés par rapport à celle de 1850. En jaune sont représentées les températures mensuelles. La courbe en bleu est celle de la moyenne glissante sur 12 mois. On voit que l'utilisation d'une seule moyenne mensuelle pour la relier au réchauffement climatique est sans valeur scientifique prévisionnelle. Pourtant, la communication gouvernementale et médiatique nous abreuve de prévisions alarmistes avec des valeurs isolées dans l'espace ou de courte durée.
On est à la chasse des records, évidemment de températures élevées dans le monde, ce qui abrutit toute réflexion sur le long terme. On ne démontre pas, on assène. De juillet 2022 à juin 2023, l'écart moyen sur 12 mois de la température globale est à plus 0,94 degrés C depuis 1850. Et celui de la température globale de juin seulement, en 2023, est à plus 1,05 degrés C. On est donc encore loin des 2 degrés C, soit 17 degrés centigrades sur le thermomètre en moyenne annuelle, qui sont donnés comme l'écart au-delà duquel les conséquences sur l'homme et l'environnement peuvent être catastrophiques. Depuis 1978, l'évolution des températures est visiblement linéaire, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Et quoi qu'en dise le GIEC, la vitesse de hausse de la température globale est de 0,018 degrés C par an et pour l'instant significativement inférieure de 10% à son plus 0,20 degrés C par an. Mais il est aussi probable, selon Claude Gervais, que nos efforts de baisse du CO2 anthropique n'aient qu'un effet mineur par rapport à l'évolution naturelle que nous ne maîtrisons pas et qui échappe à nos prévisions pour l'instant. Je me suis commis de le représenter sous ma responsabilité sur ce graphique. En conséquence, l'arrêt immédiat de toutes les émissions anthropiques de CO2 dès juin ne nous empêcherait pas de dépasser les plus de 2 degrés C dès l'arrivée au XXIe siècle, si l'évolution naturelle continue au même rythme que représenté sur le graphique. S'il n'est pas raisonnable de profiter d'une période caniculaire pour effrayer tout un peuple et pour justifier en filigrane la politique énergétique et climatique, il n'en reste pas moins vrai qu'on est en droit de se préoccuper d'un décalage entre la valeur faible de la température globale en juin et l'importance de la vague de chaleur en France ce même mois. Chaleur reprise d'ailleurs dans la première quinzaine de juillet. Pourquoi la France voit-elle augmenter ses températures plus vite que celles de la planète? D'où cela provient-il? La France n'est qu'un petit bout de terre sur la planète, où les océans tiennent les 3/4 de la surface. Y aurait-il une différence entre les terres et les océans? Oui, depuis 1978, la température des terres évolue 3 fois plus vite que celle des océans. En 2022, l'écart de température est de l'ordre de plus 0,8 degrés par rapport aux océans et de 0,6 degrés par rapport à la planète. Les terres se réchauffent plus vite et on voit qu'il faut bien distinguer les températures des terres de celles de la planète. Quand Macron parle de se préparer au plus 4 degrés, parle-t-il de la France ou de la planète? Quand on parle d'urgence climatique à partir des plus 1,5 degrés atteints en France, la planète n'est qu'à 0,9 degrés. L'urgence n'est pas la même. D'ailleurs, en juin 2023, la température globale des terres n'est que de plus 0,43 degrés, plus élevée que celle de l'ensemble global Terre plus océan, au lieu des 0,6 degrés sur l'année 2022. Pourquoi a-t-on affolé les populations? C'est sans doute grâce à l'écart de la température globale des terres qui est de 1,35 degrés C en plus en juin 2023 et de même valeur en température annuelle entre juillet 2022 et juin 2023. L'écart de la température globale de juin 2023 n'est donc pas plus élevé que la moyenne globale depuis juillet 2022, tous mois confondus.
Mais en juin 2023, les plus 2,5 degrés s'est atteint en France et les 1,35 sur l'ensemble des terres de la planète permettent de nourrir la peur climatique, en particulier des Français. Pourtant, la planète ne s'est réchauffée que de plus 0,9 degrés depuis la période 1901-2000, mais de 0,7 degrés depuis 1977. D'autre part, l'utilisation de la canicule de juin, réellement ressentie, mais utilisée pour valider l'urgence climatique, en menaçant que les écarts des mois de juin soient les plus importants, n'est pas globalement prouvée. La température globale des terres au mois de juin ne croît pas plus vite que celle des terres de l'ensemble des mois de l'année, avec 0,026 degrés au lieu de 0,033 degrés par an. Mais plus chaud en hiver et plus chaud en été ne donnent pas le même ressenti. On se sert donc médiatiquement des écarts dans les mois d'été pour enfoncer le clou d'un réchauffement climatique qui va devenir insupportable. Évidemment, toute chose égale par ailleurs, et à partir d'une prévision linéaire, la température probable des terres en 2100 atteindrait plus 4 degrés, et les plus 2 degrés le seraient en 2038. Quant aux 1,5 degrés, nous y sommes déjà. Il resterait donc 15 ans devant nous pour ramener la température en deçà des 2 degrés. C'est effectivement peu et certainement utopique par la réduction du taux de CO2 anthropique. On note l'ambiguïté dans laquelle on maintient l'information en ne précisant pas si c'est les plus 2 degrés globaux Terre plus océan qui sont infranchissables ou si c'est les plus 2 degrés des terres seulement. Dans le premier cas, c'est par projection linéaire plus de 34 degrés ou plus 2,6 degrés pour le GIEC en 2100 et plus 4 degrés dans l'autre pour les terres. On se sert de la prévision des terres à plus 4 degrés, prévision de la France, pour parler de l'urgence climatique qui effectivement nous concerne plus que l'évolution de la température globale en 2100. Annoncée à plus 2,6 par la COP26. Encore faut-il être clair à ce sujet, car si la température des terres évolue plus rapidement que la température globale, c'est que celle des océans évolue plus lentement, et c'est effectivement le cas. Résumons ce que nous avons constaté jusqu'ici, car tous ces chiffres, fort nombreux, j'en conviens, finissent par embrouiller les esprits. Le premier constat est que l'évolution statistique annuelle des températures de la planète est linéaire jusqu'en 2022. Ceci n'est pas en contradiction avec le chiffre d'évolution prévisionnel de la température à plus 0,02 degrés C par an, donné par le GIEC dans le rapport de la COP21. D'ailleurs, l'évolution statistique linéaire sur cette période de 45 ans donne une valeur assez proche avec plus 0,018 degrés. L'urgence climatique de la planète nous laisse alors, selon une prévision linéaire conforme à l'historique, un délai de 20 ans pour atteindre les plus 1,5 degrés et 54 ans avant de franchir le seuil redouté des 2,0 degrés centigrades. Je ne crois guère en plus aux prévisions sur une distance de 76 ans pour atteindre la fin du siècle, vu l'état de nos connaissances actuelles et les échecs successifs des modèles mathématiques. Le second constat est que le mois de juin en France a montré un écart important de 2,5 degrés par rapport à la référence de température de la période 1901-2000. Néanmoins, c'est en 2003 que l'écart le plus grand, à plus 3,5 degrés, a été mesuré sur l'ensemble des mois de juin depuis 1972.
La différence des écarts en juin entre la France et la planète de 2,5 degrés d'une part et de 0,92 degrés d'autre part est de nature interrogative. Pourquoi cette différence entre juin et l'évolution de la planète? Le troisième constat est que la température est mesurée sur Terre et non aussi sur des océans comme celle globale, donc de la planète. L'étude statistique des évolutions des températures des terres, des océans et de la planète, toujours selon l'hypothèse de linéarité de l'évolution, montre que depuis 1978, où les vitesses d'évolution étaient comparables, elles divergent de plus en plus en 2002. Ceci remet donc en question pour le long terme l'hypothèse de linéarité prévisionnelle, à moins d'imaginer la création soudaine d'une cloison suffisamment thermiquement étanche entre l'air et les océans. Ce n'est pas le cas selon la physique et la climatologie. A-t-on affaire à un ralentissement des échanges air-eau depuis 1978, donc à une captation du CO2 par les océans en constante régression? J'attends donc des climatologues une réponse. Toutefois, on constate en France un ralentissement net de l'évolution des températures depuis 2002 sur les mois de juin par rapport à la période depuis 1972. Est-ce un signe de freinage du ralentissement ou même d'augmentation des échanges air-eau dans les océans? Le quatrième constat est que l'évolution plus rapide des températures sur l'ensemble des terres de la planète n'explique pas toute la différence avec celle constatée sur les mois de juin en France. Sur les plus 0,110 degrés sur les mois de juin pendant la période 1972-2023, on explique plus 0,033 degrés C par an, soit moins d'un tiers par l'évolution des températures sur les terres de la planète pendant les mêmes mois de juin. On voit que la désinformation, par confusion volontaire des écarts de température, est patente et que la propagande de la peur est omniprésente. Au lieu de cela, il vaudrait mieux expliquer aux Français que la France et la planète sont deux entités distinctes et que la température qui règne en France a très peu d'influence sur la planète. Mais il reste à expliquer pourquoi la France se distingue de la planète et même de l'ensemble des terres de celle-ci. On alarme les Français avec une urgence climatique qui n'est pas planétaire. Il faut aller plus loin pour tenter d'expliquer cette divergence. Ce sera l'objet de la troisième vidéo de cet article. À bientôt. Merci de votre attention.